Aujourd'hui, anarchie sexuelle fin de siècle, première partie, icône de féminité. Anarchie sexuelle est une expression qui, hélas, n'est pas la mienne, qui est reprise à Helen Showalter, qui est une écrivain, critique littéraire américaine spécialisée dans ce qu'on appelle les Cultural Studies, les études culturelles et en particulier les Gender Studies qui font fureur en France maintenant et qui s'appellent les études de genre. Elle-même reprenait l'expression d'anarchie sexuelle à un certain George Gissing, qui est un romancier fin de siècle, c'est-à-dire fin 19e, anglais, qui parlait de ses congénères en termes d'anarchistes sexuels dans les années 80 et 90. Qu'est-ce que ça veut dire? L'anarchie dans le domaine sexuel comme dans le domaine politique suppose une norme. Donc ce sont ceux qui vont enfreindre une certaine norme, en l'occurrence sexuelle, et qui crée également une identité de genre à l'époque. Je vais donc procéder en trois parties. Dans une première partie, je vais définir cette norme grâce à une palanquée de médecins, de spécialistes de l'évolution, de biologistes, etc. Et je regarderai l'art qui correspond à cette norme. Dans un deuxième temps, je vous montrerai ce qu'on appelle le phénomène de la femme nouvelle, la New Woman, avec un F majuscule, N majuscule, qu'on retrouve en Allemagne et en Angleterre. Et comment cette femme est apparue. Et dans un troisième temps, je vais vous montrer les conséquences de la peur de la femme nouvelle sur les arts de la Belle Époque, et qui sont en particulier les arts décoratifs et les arts académiques de la fin de siècle. Allons-y donc, première partie, la norme d'une féminité saine. Je commencerai avec cette photo d'un club révolutionnaire de femmes. Or, très rapidement, les femmes furent interdites dans les clubs. À la convention du 9 Brumaire de l'an 2, le rapport de Jean-Pierre-André Amar nous explique pourquoi. L'opinion universelle repousse l'idée que la femme soit dotée des vertus nécessaires à la vie de la cité. Ce qui m'importe ici, c'est l'opinion universelle. Car, ajouta-t-il, elle abandonnerait des soins importants auxquels la nature l'appelle. Le deuxième mot qui m'importe ici est le mot nature, car c'est la nature qui l'appelle depuis des générations et générations à son devoir. Alors il ne faut pas croire que c'est juste un parmi d'autres révolutionnaires. Vous connaissez nos encyclopédistes et je vais en citer deux maintenant. Et en premier lieu, Denis Diderot. Qu'est-ce que nous dit Diderot, premier encyclopédiste, sur son article sur les femmes qui date des années 1770. Cette dernière était toujours et en dernier recours gouvernée par son utérus. Je cite, « Elle porte au-dedans d'elle-même un organe susceptible de spasmes terribles, disposant d'elle et suscitant dans son imagination des fantômes de toute espèce. C'est dans le délire hystérique qu'elle revient sur le passé, le présent, le futur, je raccourcis. C'est de l'organe propre à son sexe que partent toutes ces idées extraordinaires. » Alors, il est certain que ce type de personnage pour diriger la France, c'était peut-être pas la mieux placée. Jean-Jacques Rousseau, vous le connaissez comme un philanthrope, dans les Mille, explique que l'être social achevé devait être l'homme, car la femme était spécifiquement faite pour satisfaire l'homme, et que cette inégalité, poursuivait l'auteur, n'était d'aucune manière le fait d'une institution humaine, ou tout au moins le fait d'un préjudice, mais le fait de la raison. En fait, de tout temps, on sait bien que. Alors au XIXe siècle, on l'a déjà vu ensemble, ça ne suffit plus, l'opinion universelle, une raison qui n'est pas justifiée, la nature. Il faut trouver des causes à cette situation de la femme qui, en premier lieu, est gouvernée par son organe, en l'occurrence l'utérus. Et donc, nos scientifiques du XIXe siècle vont s'y atteler brillamment. En particulier, on va voir Charles Darwin. À côté de Charles Darwin, Herbert Spencer. Vous avez ensuite Karl Vogt, Paul, le grand extraordinaire enfant prodige, médecin français Paul Broca, ainsi que l'américain Nicholas Cook et son livre Satan in Society, qu'on aura souvent l'occasion de citer aujourd'hui. Que nous disent en particulier les évolutionnistes Darwin et Spencer? Ils vont parler
d'un concept clé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le difformisme européen. Le difformisme européen repose sur l'idée qu'on peut mesurer le degré d'avancement d'une société. Aujourd'hui, on regarderait peut-être son PIB. À l'époque, on regardait le degré de difformisme européen, c'est-à-dire le degré la différence qu'on avait entre les hommes et les femmes. Et ceci, il le définit dans son second grand livre, qui est publié en 1871 en anglais, La descendance de l'homme, qui est également traduit comme étant la filiation de l'homme. Il va définir les hommes comme cataboliques, c'est-à-dire physiques, violents, intelligents, des êtres également de raison avec les siècles, et puis de l'autre côté, des femmes franchement anaboliques. Et plus les femmes seront anaboliques, plus une société sera clivée entre des femmes anaboliques et des hommes cataboliques, qui sera la preuve de l'avancement d'une société. Si vous pensez à des sociétés primitives, les femmes deviennent puissantes, elles ressemblent à des singes, penseront certains, et en cela, elles sont presque cataboliques. Donc, pour mesurer le degré de développement de nos sociétés civilisées européennes au XIXe, une femme anabolique d'une part, un homme catabolique d'autre part, et la société est rassurée. Toute catabolisation, masculinisation si vous préférez, des femmes, serait un grave risque de retour en arrière à une société primitive. Or, la société fin 19e, en particulier en France, craint cette dégénérescence culturelle. Et donc, notre ami Charles Darwin écrit la chose suivante. Quelque ancêtre extrêmement reculé du règne vertébré doit donc avoir été hermaphrodite ou androgyne, puisque cette différence n'existait pas alors. Herbert Spencer, lui, dans First Principle, rajoute « L'évolution est définissable comme un changement d'un état homogène indéfinissable et incohérent à un état hétérogène défini et cohérent. » Qu'est-ce que ça veut dire quand il l'applique au genre? Ceci signifie qu'une société avancée, donc hétérogène, avec des hommes cataboliques d'une part, des femmes anaboliques de l'autre. Vous avez également Karl Vogt, qui est notre troisième ici, qui est un éminent scientifique très respecté, professeur d'histoire naturelle à l'Université de Genève, associé étranger à la Société d'anthropologie de Paris. Tous ces personnages communiquent entre eux et il constate, lui, que le squelette de la femme est moins évolué que celui de l'homme et il dit comme s'ils appartenaient à deux espèces différentes. Nos sociétés sont tellement évoluées qu'on pourrait croire que l'homme et la femme appartiennent à deux espèces différentes. C'est formidable, notre degré de dimorphisme est au maximum à ce moment-là dans la société française. Paul Broca, qui est le quatrième en bas ici, nous dit lui qui était un éminent médecin français, nous dit la chose suivante. La petitesse relative du cerveau de la femme dépendait à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. Toutefois, il prend soin de bien préciser être inférieur à un homme soit en intelligence, soit en vigueur, soit en beauté, n'est pas une condition humiliante parce que c'est un signe, je vous ai dit, de développement d'une société et c'est donc un signe patriotique. Une femme qui reconnaît son caractère sous-développé ou non développé, un certain atavisme par rapport au mari, est extrêmement fière de pouvoir reconnaître que c'est un service que finalement elle rend à l'Europe. Charles Darwin résume assez brillamment la situation dans La descendance de l'homme. L'homme est au bout du compte, c'est-à-dire à la fin de ce développement et l'évolution continue, devenu supérieur à la femme. On voit alors, je vous ai présenté cette norme, ce qu'on appelle l'édifice normatif contraignant, parce qu'il est contraignant. Si on ne respecte pas ces normes, on risque de retourner en arrière et donc de dégénérer. Vous avez des peintres comme George Elgar Hicks, qui est un des grands peintres victoriens, qui présente ici sa femme et ses enfants dans un décor charmant. Elle est à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, ce qui est souvent mieux venu, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'elle bouge trop, elle risquerait de se fatiguer, elle est anabolique. Et vous avez cette phrase, cette fois de Schopenhauer, dans un article sur les femmes. Ce qui rend les femmes particulièrement aptes à soigner, à élever notre première enfance, ce que vous voyez ici, c'est qu'elles restent elles-mêmes puériles, futiles et bornées.
Elles demeurent toute leur vie de grands enfants, une sorte d'intermédiaire entre l'enfant et l'homme, entendre l'homme au sens strict. Donc vous l'avez ici en éducatrice. Et cette mission de la femme, je vous le présente comme un triptyque, ce sont 3 tableaux différents, représente la mission de la femme. L'éducatrice, le soutien au mari et le soutien du vieil homme qui est probablement son père ici. Et Schopenhauer continue, que l'on observe une jeune fille folâtrant tout le long du jour avec un enfant, danser et chanter avec lui, et qu'on imagine ce qu'un homme avec la meilleure volonté du monde pourrait faire à sa place. Vous imaginez bien qu'ici, on n'aurait pas un homme à la fin du 19e siècle. Il serait devenu anabolique, et là, la société retour en arrière de plusieurs millions d'années. Et Darwin, toujours dans le même livre, écrit « La femelle, toute sa vie durant, ressemblera à sa progéniture ». Donc, les voici, ces jeunes femmes présentées. Vous avez ici une peinture de Abbott Tyer, qui est un peintre américain. Une jeune fille qui ressemble toute sa vie à sa progéniture. Effectivement, elle est d'une jeunesse extraordinaire. Elle ressemble à une Madone, voire à un ange. Les deux, regardez la symétrie des 2 nuages de chaque côté qui servent effectivement d'elle en même temps. Et elle a la tête dans le ciel parce qu'elle a quelque chose d'une Madone. Or, il a représenté ici sa fille avec les 2 enfants qui lui restaient puisqu'il en avait perdu 2. Mais pour ceux qui ne connaissent pas les détails de la vie de M. Tyer, on est dans la logique de Charles Darwin. La femme, toute sa vie, ressemblera à sa progéniture. C'est une éternelle enfant. On aimerait bien entre nous. Et c'est la raison pour laquelle également vous allez voir des enfants qui sont déjà représentés dans les positions archétypales des Vénus pudica et moins pudiques. Vous avez à gauche un William Bouguereau avec la frileuse qui a la position d'une Vénus pudica. Vous avez ensuite un Puteaux endormi de Léon Perrault qui a la position d'une Vénus érotica cette fois. Et le matin de Noël de Bruno Pilkheim, qui est un germanophone en tout cas, qui a cette position charmante de toutes les Vénus que vous rencontrerez une fois adulte. Mais le lien est créé entre les positions des enfants et celles de l'adulte. Je vous disais, la femelle, toute sa vie durant, ressemblera à sa progéniture et sa progéniture, donc, lui ressemble. Je vais maintenant vous parler d'un autre type de peinture, d'une autre caractéristique plus exactement de la femme, qui est indissociablement rattachée à son enfant, au point que les peintures vont faire physiquement, dans la peinture, vont mettre en évidence cette fusion entre la mère et l'enfant. Karl Vogt, toujours, explique cela en citant un de ses collègues qui avait fait un discours à propos de la jeunesse des années avant. Pourquoi Dieu a-t-il pris un morceau de la côte d'Adam? Il ne prit aucun morceau de tête, car sinon, les femmes auraient eu trop d'intelligence, ni des jambes, car elles auraient alors été trop en mouvement. Il prit un morceau près du cœur, afin que la femme ne soit qu'amour. Donc la femme n'est effectivement qu'amour, et la voici dans ces nombreux tableaux de maternité, de carrière, où vous voyez que l'un et l'autre semblent fusionner en un seul être. Jules Michelet, notre grand historien français, consacre entre autres des livres à l'amour, à la sorcière et à la femme qui sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires et traduits en Europe. Voilà ce qu'il écrit dans La Femme. Mère, enfant, c'est même chose. Dans cette vigilante lumière qui rétablit leur primitive, leur si naturelle unité. Et les voilà donc, nos femmes unies avec leurs enfants. Giovanni Segantini, peintre fin de siècle, l'ange de la vie. En guise de Madone, vous avez une Madone sécularisée ici. Au lieu d'être sur un trône, intronisée, elle est sur un arbre. Mais ma foi, la nature convient si bien à la femme, y compris à la Vierge. Et vous avez ici donc une femme fusionnant avec son enfant. Elle est dans les cieux ou presque, donc à la mode des Madones, mais la fusion, vous la retrouvez, ce sont les mêmes pigments qui servent au visage de la mère et de l'enfant, les mêmes pigments qui servent, et le même pinceau qui sert pour les cheveux de l'un et les cheveux de l'autre. Quant aux draps, il les enveloppe tous les deux. Voici Le fruit de l'amour de Giovanni Segantini. Un autre, c'est un des premiers peintres qui aura été psychanalysé à travers ses peintures, je crois, en 1911 par Karl Abraham, donc un psychanalyste freudien. On n'avait pas encore eu les grandes séparations qu'on connaîtra plus tard. Et il considère que ce tableau probablement marque la douleur du fils, Segantini le peintre, vis-à-vis de sa mère qu'il a perdue très jeune. Je ne sais plus si c'est quelques mois ou quelques années après la naissance de l'enfant. Et vous avez ici un enfant qui est un petit peu trop grand d'ailleurs,
mais une femme au visage violet qui marque peut-être la mort venante, qui tente comme elle peut de se raccrocher avec sa main à l'arbre, de se raccrocher à la vie, car la femme est aussi extrêmement fragile. Et Michelet nous le rappelle, plus fragile au fond que l'enfant, la femme demande absolument qu'on l'aime pour elle. Cet ange adoré, souriant, florissant de vie, souvent à terre, il ne tient que du bout de l'aile, et là c'est du bout de la main. L'autre déjà l'emporte ailleurs. Donc vous avez ces femmes qui s'accrochent à la vie. On sait que les mortes en couches sont extrêmement nombreuses, mais c'est normal, n'oubliez pas que nos femmes sont anaboliques et que donc elles disposent de très peu de ce qu'on appelait à l'époque de flux vitaux et qu'il était normal qu'elles soient moitié femme, moitié ange. Et la voici donc sous forme d'ange, toujours avec taillère, ce visage angélique d'éternel enfant. Il se trouve que c'était un de ces enfants qui posait devant des ailes qu'il avait clouées au mur. Et regardez la blancheur extraordinaire de ses mains et de ses bras en particulier. Car la femme, effectivement, ne dispose, nous dit toujours le Herbert Spencer, je vous l'ai présenté tout à l'heure, qui était un des grands darwiniens sociaux, donc qui développe cette idée du dimorphisme social, explique qu'elle doit conserver le peu de force vitale qu'elle dispose pour sa progéniture. Donc son anabolisme est lié au fait que moins elle bouge, mieux elle se porte, pour que, en tant que mère, elle puisse conserver le peu d'énergie dont elle dispose, encore une fois, pour sa progéniture. Nicholas Cook, lui, est beaucoup plus radical. Il dit dans Satan en société, il parle des femmes comme des spécimens nains, misérables, maladifs de l'humanité féminine. Au moins, il est très clair dans ce sens-là. Mais du coup, il va se développer un courant chez les femmes, et en partie dans ce qu'on appelle les ladylike, donc les femmes de la haute société, de ce qu'on appelle l'invalidité, le culte de l'invalidité. Parce que être en pleine santé, c'était faire un faux pas social. Il fallait être fatigué pour faire preuve de son caractère anabolique et donc démontrer la sanité du pays. On était patriotes. Et c'est très très bien décrit dans Women in Society, ce culte de l'invalidité par une certaine Abba Goodwolson que je cite. Plutôt que d'avoir proprement honte d'une infirmité physique, nos plus raffinées ladies aspiraient à être appelées des invalides, prononcé avec un long et profond accent français qui roulait la dernière syllabe et semblait avoir un charme tout particulier. Le culte de l'infirmité semblait donc venir de France. Et c'est ainsi qu'on cultive un air tuberculeux qui était le gage de prédisposition sainte et angélique. Pour préserver la réputation d'une maison, rien ne valait que d'exposer des images de ces femmes tuberculeuses et phtisiques qui démontrait l'attachement au caractère anabolique de la maison. Et vous allez voir, il y en avait beaucoup. Je vous présente donc ici celle de Louis Riedel, Dernière fleur. Vous voyez une femme, dernière fleur, ce sont ces derniers rayons qu'elle nous montre avant de s'envoler vers des cieux qui finalement sont peut-être sa nature. Vous avez vu tous ces anges. Frank Dicksey, la confession, de quoi parle-t-elle, je ne sais pas, mais regardez cette femme, les mains extrêmement malingres, le visage émassé, une couleur diaphane et cette lumière blanche qui réfléchit sur la blancheur de sa robe, qui en fait quelque chose d'un ange, un être céleste. Gustave Léonard de Jong, la convalescente, cette jeune femme là encore tout de blanc vêtue, dans un intérieur à la mode japonais, c'est une ladylike, n'est-ce pas? Elle a ce caractère maladif. Elle va peut-être mourir, mais en tout cas, elle aura respecté les normes sociales et de l'identité de genre de l'époque. Vous avez celui de Karl Larsson, convalescente. Ce qui m'intéresse ici, c'est la distance qu'il est en train de mettre entre la malade ou la convalescence et nos S, parce qu'il faut s'éloigner de la maladie et ne pas être contaminé, ou au contraire, est-ce un signe de déjà elle est loin de nous, elle est emportée quelque part vers les cieux. Vous avez toujours avec Dicksey la crise, encore une autre. Alors je vous en montre beaucoup pour que vous réalisiez que dans nos musées, peut-être pas nécessairement Orsay, encore il y en aura, vous allez les retrouver à la Tate Gallery à Londres, vous les retrouverez au Met, mais dans tous les musées régionaux, vous allez trouver ces tableaux parce qu'il y en avait beaucoup, parce qu'on adorait ça et on était prêt à payer des grands peintres une somme conséquente pour avoir ce genre de tableau chez soi, pour avoir une tuberculeuse sainte, comme je vous disais tout à l'heure. Et celle-ci de Munch, la jeune fille malade,
c'est un thème et un tableau qui reprendra toute sa vie. Il avait tendance à repeindre plusieurs fois le même thème, ce qui est toujours difficile quand il faut les dater. Mais il se trouve que là, c'est sa sœur qui est effectivement morte de tuberculose. Nous allons retrouver ce même amour de la passivité dans la peinture à la mode à l'époque, qui est une peinture académique. Vous allez voir à peu de choses près tous les membres de la Royal Academy en série maintenant, où on peint ces femmes anaboliques. Celle-ci, adieu silencieux, il est peut-être le frère, le père, l'ami, l'amant, le fiancé. Il n'ose pas la réveiller, elle est anabolique. Protégeons nos femmes de trop d'activité et elle se réveillera avec le bouquet d'adieu. Vous avez James Whistler, Symphonie en blanc numéro 3. Ces femmes ne sont pas dans un lit, ne sont pas dans une chambre, elles sont dans un parloir à la mode japonais et pourtant, encore une fois, elles ont l'air à deux doigts de s'assoupir. Juin flamboyant. De ne flamboyant ici, je ne vois qu'une seule chose, c'est ce magnifique orange ou les reflets du coucher de soleil, parce que juin, qui est quand même la fin du printemps, c'est vif, c'est pas l'hiver, est endormi. Il est possible que ce tableau ait été influencé par celui de Moore, plein été, d'or à nouveau. Et puis, on va pouvoir en enfiler beaucoup avec Moore, qui avait beaucoup de succès, qui a énormément peint, même s'il a été refusé à la Royal Academy. Voici Pomme, regardez la lassitude de la main ici à gauche. C'est les bébés à qui on connaît une telle souplesse, c'est moins fréquent chez les adultes. Elles sont endormies. Les rêveuses, ça continue. Et puis, d'autres endormies multiples, encore une fois, comme les convalescentes, la haute société londonienne était très très friande de ce genre de tableau parce que c'était un témoignage de la sanité mentale et sexuelle des femmes du foyer. La société victorienne en particulier va s'attacher à deux légendes, à deux images de femmes qui correspondent à leurs attentes en matière de morale. La première que je vous présente ici, c'est la Dame de Shalott, The Lady of Shalott, qui est un poème de Tennyson qui date de 1832 et qui raconte l'histoire d'une femme qui, enfermée dans une tour de château, avait été maudite, elle était cursed, elle était maudite et elle ne pouvait regarder l'extérieur directement. Elle était condamnée à regarder le monde à travers un miroir et broder ce miroir dans une tapisserie. La voici. Et voici le miroir derrière elle. Mais lorsqu'elle aperçoit le chevalier Lancelot, la passion la prend et elle dit « The curse is upon me », ça y est, je suis maudite. Elle prend un bateau, elle se lance sur l'eau, son sang se congèlera, elle meurt, elle n'atteindra ni Lancelot ni Camelot. Ceci correspond à l'idéal féminin, de féminité de l'époque victorienne, de ces femmes qui n'avaient pas de contact avec l'extérieur, parce que l'extérieur, c'était un monde de passion, un monde violent, un monde catabolique, que leur peu d'énergie vitale ne leur permettait pas d'affronter, et effectivement, une passion, elle meurt. L'autre grand personnage de l'époque, et je vous signale que le tableau de Sir John Everett Millet ici, d'Ophélie, est un des tableaux, sinon le tableau le plus reproduit au XIXe siècle. C'est un tableau extrêmement à la mode, qu'on trouve évidemment sur nos tasses et autres torchons de cuisine aujourd'hui, mais à l'époque c'était des gravures. Pourquoi on adorait Ophélie? Alors Ophélie, c'est ce personnage de Hamlet de Shakespeare, qui après avoir perdu son père et être rejeté par Hamlet, l'amoureux, l'amant, enfin, ça n'était pas l'amant, le fiancé qu'elle désirait, eh bien, ne peut plus vivre. Une femme sans l'amour d'un frère, elle avait encore l'amour d'un frère, mais sans l'amour de l'homme tant aimé, Hamlet, et sans le support de son père, ne peut survivre. Et d'ailleurs, elle va se noyer, elle commence par jeter quelques fleurs dans l'eau, les fleurs descendent au fond, et comme elle est couchée dans l'eau, et disparaîtra au fond des eaux. On adore ça, Ophélie, il y en a partout dans le XIXe siècle, parce qu'encore une fois, ça correspond à cette idée qu'on avait de la femme, et que les femmes avaient d'elles-mêmes. D'ailleurs, vous avez également la version de Arthur Hughes, où vous retrouvez les traits malingres et émaciés de la jeune fille, et les couleurs diaphanes qui sont tant à la mode à cette époque-là. Et l'Ophélie de Ernest Herbert, regardez la blancheur des cheveux, les yeux noircis, et la blancheur du teint,
Il y avait une poudre qu'on vendait à l'époque qui s'appelait une poudre Ophélia, qui était vendue sous d'autres marques, mais on parlait de se mettre la poudre Ophélia parce qu'on voulait ressembler à ces femmes diaphanes que l'on voyait en peinture et que l'on voyait à travers les textes et les peintures d'Ophélia. On s'agrippait à un parasol, pardon, oui, à une ombrelle plus exactement, pour être certain de ne pas prendre quelques rayons, la poudre d'Ophélia aidant, et on jeûnait. Et l'américaine que je vous ai citée tout à l'heure disait qu'il y avait un désastre chez les jeunes filles américaines. À force de vouloir ressembler à une invalide, elles étaient, on n'utilise pas mot à l'époque, mais elles étaient anorexiques. Et puis on a une autre qu'on va imiter, c'est Tribly, qui était un roman du Maurier cette fois, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui n'avait aucun don pour la musique, mais qui mesmérisée, qui hypnotisée par une fripouille du nom de Zvingali, était capable de chanter avec une des voix les plus belles de Paris et se transforme en cantatrice. Sauf que cette chanson, ce don va la consumer et à la fin du livre, voilà comment la jeune fille est décrite. Elle paraissait au moins 30 ans, elle en avait 23 à peine. La pâleur de ses mains, en anglais le mot est waxen. Waxen, ça renvoie à la cire, donc c'est une pâleur de cire, comme un cadavre finalement. La faisait paraître diaphane, de menues rides, délicates, frileuses, avaient surgi sur l'entour de ses yeux. Des mèches grises barraient sa chevelure. Or, quand je retourne sur cette image d'Ophélie, nous avons bien ici les traits décrites dans cette Tribly. Donc toutes les jeunes filles et les jeunes femmes essayent de ressembler à Ophélie ou à Tribly. On jeûne, on tente la blancheur par tous les bouts et puis on grignote des chocolats à la Tribly, on s'habille en Tribly, on danse la valse Tribly, c'est la grande mode. Donc de la femme anabolique. Je vais ouvrir un autre chapitre toujours. La femme est à la nature ce que l'homme est à la culture. C'est une phrase bien connue. Vous avez ici une parfaite illustration de cette pensée-là avec Maximilien Lenz, Rêverie. Vous avez un homme ici qui pourrait être un freudien, qui pourrait être Freud, qu'on reconnaît au chapeau, au veston et au menton, qui est absorbé dans sa pensée. Il est rationnel. Et ces jeunes filles qui, elles, restent au temps de l'Antiquité, elle reste proche de la nature, mais je vous ai dit que c'était nécessaire, le retard d'évolution de la femme était absolument nécessaire au degré d'évolution d'une société. Vous avez donc de nombreuses femmes dans les arbres qu'on va représenter à la fin du 19e, puisque la femme appartient à la nature, elle est proche de l'arbre. Vous avez ici ce merveilleux Rêverie Daydream de Rossetti, où la femme blanche, bien sûr, avec cette icône de beauté, fin 19e de pré-raphaélite, et dans des tons de vert et rose, regardez les ongles, qui correspondent aux couleurs de l'arbre, vert et rose également. Vous avez la dryade ici d'Evelyne de Morgan. Ces femmes redeviennent à la mode parce qu'elles sont finalement les nymphes des forêts, ici mi-arbre, mi-nymphe. Si vous regardez sa chevelure qui est ici, on dirait des feuilles d'arbre. Quant au son drapé, le tombé du drapé semble former les replis du tronc d'arbre directement. Elle est mi-arbre, mi-femme, mi-nymphe, mais c'est normal. La femme est à la nature ce que l'homme est à la culture. Vous avez également le mythe de Daphné et Apollon qui réapparaît avec les qu'on connaît à travers les métamorphoses d'Ovide. Ici, Daphné est représentée au moment où elle demande à son père de la sauver des griffes d'Apollon qui tentent de la conquérir. Il a été percé d'une flèche par amour. Son père, pour la sauver, le dieu du fleuve Péné, la transforme en arbre. Et là, vous la voyez au moment de sa métamorphose en laurier rose, d'où le fait qu'Apollon ait pour attribut la couronne de laurier. Vous avez également le mythe de... dans la mythologie grecque, l'histoire de Phyllis et Démophon. Phyllis est éperdument amoureuse de Démophon qui part à la guerre et l'oublie. Elle se tue et les dieux ont pitié d'elle et la transforment, cette fois, en amandier stérile qui ne fleurira qu'en présence de l'amant qui revient quelques temps après, mais évidemment trop tard. Le voici, Démophon et Phyllis, et effectivement, vous voyez cet amandier qui recommence à fleurir. Donc, la nature est pour la femme un refuge naturel parce qu'elle appartient à ce monde de la nature.
Vous allez également avoir dans la peinture de la fin du 19e un certain nombre de femmes à la légèreté, non pas de mœurs, mais à la légèreté physique parce que ce sont des êtres pré-newtoniens en quelque sorte. Et remarquez également, non seulement elles sont légères, mais elles sont presque toutes identiques. Et Max Nordau écrit dans son Paradoxe de 1885, « La femme est un principe typique quand l'homme est individuel. Il y a incomparablement moins de variations entre les femmes qu'entre les hommes. Si vous en connaissez une, vous les connaissez toutes, à quelques exceptions près, pardon. Ainsi donc, vous les voyez défiler les unes après les autres, toutes identiques. Je vous rappelle que le principe d'homogénéité est un principe de retardement dans le développement, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, et celui d'hétérogénéité marque le développement, et donc le développement de l'homme par rapport à la femme. Vous avez une autre flottante étoile perdue ici, et parmi les dizaines et dizaines de femmes flottantes que vous retrouverez, entre autres, si vous avez l'occasion d'aller dans les opéras nationaux, vous allez voir des femmes qui flottent. Ici, c'est Dea della Mort de Giovanni Segantini. Ses cheveux flottent, son linge flotte. On est dans le règne pré-newtonien total. À cet équilibre, ce que j'appelle l'édifice normatif contraignant, parce que c'était contraignant, il fallait respecter et non pas enfreindre ces normes, on va avoir un phénomène qu'on appelle le phénomène de la femme nouvelle qui va faire vaciller cette norme et qui va terroriser des générations d'hommes et de femmes.